Allez, c'est parti. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous sommes enchantés de te rencontrer aujourd'hui à l'ENSEM pour parler de l'actualité des officiers, mais également des élèves. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es rentré à l'ENM au Havre en 1976. Tu as navigué quelques années pour devenir pilote de Seine, puis président de la Fédération du pilotage maritime pour actuellement assurer la présidence du cluster maritime français. Depuis 3 ans, tu es également le président de notre école, l'ENSEM. Alors, lorsque Jeune Marine a mis en ligne son dernier vidéo, le numéro 263, nous avons également diffusé mon billet d'humeur, relatant un petit peu différentes opinions sur l'ensemble des situations qui préoccupent réellement les officiers. Et tu nous fais l'honneur aujourd'hui de nous apporter les réponses à toutes ces interrogations. Alors, nous allons commencer par les plus jeunes et l'ENSEM, parce qu'après 2 années très compliquées en raison de la pandémie, l'ENSEM n'a pas été en capacité de délivrer les diplômes OM2. Au-delà de ce problème organisationnel, issu de 2 années de pandémie, mais également de 10 ans de construction du modèle ENSEM, nombre d'entre nous se posent la question de savoir si le cap réel donné à l'ENSEM est vraiment le bon. De nombreux élèves n'entrent pas pour naviguer, mais pour le diplôme d'ingénieur. D'autres ne trouvent pas leur place dans le modèle délocalisé avec un site à Marseille, un site au Havre. Et du coup, peut-on vraiment arriver à concilier tout ça pour faire aboutir coûte que coûte ce modèle, ou il faut vraiment changer de cap pour essayer de trouver un modèle qui va vraiment former des marins? Bon, d'abord, bonjour. Et puis, merci d'abord de m'avoir convié à cette interview. Et j'espère qu'il va permettre d'apporter quelques éléments de réponse. J'ai bien lu ton édito lorsqu'il est sorti il y a une petite quinzaine de jours. Je crois que, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a des tensions à l'école de la marine marchande, à l'ENSM. Tensions qui ne sont pas nouvelles, qui sont parfois exacerbées. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment faire un point et le plus complet possible. Et si jamais tu trouvais que je ne suis pas assez complet ou pas assez précis, n'hésite surtout pas à me faire préciser. T'en fais pas. Alors, tout d'abord, le point qui nous occupe immédiatement concerne la diplomation DM2 ici au Havre. Les raisons, il y en a évidemment un certain nombre, mais globalement, c'est effectivement, on sort de 2 ans de Covid où l'organisation de l'école a été extrêmement difficile, comme toutes les écoles supérieures d'ailleurs, et comme la France entière. Et 2, nous avons un déficit de corps professoral en nombre qui est plus important au Havre que dans les autres sites, évidemment, qu'à Marseille. Pour des raisons diverses, mais on a un déficit de professeurs. Donc ça génère de la désorganisation, et ça génère de la frustration, et ça génère de l'absence de cours. Ça a été la raison principale qui a fait que nous n'avons pas pu faire la diplomation complète des élèves en sortie de M2. C'est de mémoire environ 80 élèves auxquels il manquait 117 ou 118 heures de cours. Dès qu'on a constaté le problème, nous avons, avec la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche et de l'aquaculture, avec le cabinet de la ministre elle-même, avec la direction générale de l'école et les effectifs de l'école, et une mission spécifiquement dédiée, on a mis en place des capacités de correction, et surtout de pouvoir diplômer les élèves. C'était ça qui est important. Donc ils vont être diplômés là. Donc ils vont être diplômés. On est maintenant, alors la méthode, je vais la décrire très, très simplement. Bien évidemment, il y a des webinaires qui sont organisés entre la direction générale, entre la direction de l'école et les élèves concernés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, pour que tout le monde ait une idée de ce qui se passe, on a demandé à quelques professeurs de faire un cours en ligne, qui est donc maintenant mis en ligne sur une plateforme que l'on utilise très régulièrement, la plateforme Vega, de manière à permettre aux élèves qui sont soit embarqués, soit en congé, soit ailleurs, de mémoire, il y en a 7 qui quittaient déjà la navigation. Déjà. Et donc, on a mis en place pour qu'ils puissent suivre les cours en ligne,
avec bien évidemment aussi un soutien documentaire, et qu'ensuite, ils puissent faire un rapport qui sera l'épreuve de ce... Alors ça concerne l'électronique, l'automatisme et un tout petit peu de part de manœuvre. Donc c'est vraiment en fait très ciblé sur une ou deux matières qui ont eu un manque de professeurs. Qui ont eu un manque de professeurs, voilà. Très net. Et donc avec ce rapport qui sera corrigé, je ne sais pas si ça veut dire corrigé, le jury sera constitué de l'inspection générale de l'enseignement maritime, ça permettra de donner une note, et donc à ce moment-là d'avoir ou non validé l'ensemble du cursus, et donc d'être diplômé. Donc ça c'est pour corriger l'erreur, enfin ce qui s'est passé. Maintenant, il faut évidemment aussi prendre les dispositions pour que, en fin 2022, ça n'arrive pas. Et donc ça, la mission qui est constituée d'un ancien inspecteur général de l'enseignement maritime et d'un administrateur général des affaires maritimes, la mission qui est en appui, avec un suivi hebdomadaire par le cabinet de la ministre, par moi-même, par la direction générale et par la direction générale des affaires maritimes, est en train de mettre en place le dispositif, la nécessité, le recrutement, les réorientations pour que nous puissions couvrir l'ensemble du cursus à la fin 2022 et qu'ensuite ça roule. Donc là c'était pour les M2. La deuxième partie de ma question, c'était le modèle de l'ENSEM. Est-ce qu'on peut en faire un petit bilan? Est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des... Parce que là, on ne parle que du négatif, mais il y a peut-être des choses qu'il faut souligner. Alors moi, je pense... Pardon de te couper, mais je pense que le bilan est très positif. Très positif. C'est très français, on regarde toujours ce qui ne va pas, et surtout, on ne regarde pas ce qui va. Alors, qu'est-ce qui va? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va? Bon, j'ai pris quelques notes pour pouvoir appuyer un peu mon propos. D'abord, on a beaucoup parlé du concours, du changement de concours, et en gros de venir sur la plateforme Parcoursup, la plateforme des écoles d'ingénieurs. Bon. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une augmentation très vaste du vivier potentiel de nos élèves. Il ne faut pas oublier que le président de la République, aux assises de l'économie de la mer à Nice, a demandé à la ministre de la Mer de mettre tout en place pour qu'en 2027, c'est-à-dire dans 5 ans, nous puissions avoir doublé le nombre d'officiers sortants de l'ENSM. Pour doubler le nombre d'officiers sortants, il faut largement plus que doubler le nombre d'élèves entrants. Complètement. Donc, il fallait absolument élargir le vivier. Et les statistiques précédentes, celles que l'on connaît, montrent que le vivier était en train de se refermer. Montrent que les gens qui voulaient passer le concours de l'ENSM étaient en train de se refermer, avec après une perte en ligne très importante. Donc, l'objectif de Parcoursup est atteint, il est encore à améliorer. Oui. J'entends déjà certains qui disent oui, mais on est mal classé dans le classement des écoles d'ingénieurs. Par exemple Par exemple, regardons quels sont les critères du classement des écoles d'ingénieurs. On voit que l'ENSM, qui arrive sur le marché entre guillemets de Parcoursup, ne correspond pas aux bons critères. Et donc il faut arriver à modifier ce positionnement en faisant varier un certain nombre de paramètres. C'est ça, parce que justement, avec ce score-là, beaucoup disent, bah voilà, on fait plus de marins et on fait pas forcément de bons ingénieurs. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste la manière dont est élaboré le score qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas encore à trouver vraiment notre place dans une école, enfin dans un classement d'école d'ingénieurs. Alors c'est exactement ça. On fait plus de marins, c'est faux. Les marins. Entre 150, 180, jusqu'alors on va passer à 235 et puis on a donc l'espoir de passer aux environs de 300, 350 à l'horizon 2027. Donc on forme encore des marins. Alors après, j'entends aussi, puisqu'on est là pour tout se dire, j'entends aussi oui, mais ils sont moins bien formés. Alors moi je vais rassurer tout le monde, enfin moi je vais essayer. Quand je suis rentré à l'École nationale de la marine marchande, tu l'as dit, en 1976, c'était les premières années de polyvalence, et nous étions accueillis sur les passerelles en disant qu'on était vraiment les moins que rien. Bon, mon exemple n'est sans doute pas le bon, mais un certain nombre de camarades ont fait plutôt des belles carrières. Oui, mais il n'y a pas que toi. Hein. Le président d'Armateurs de France, c'est pareil. Le délégué général d'Armateurs de France, c'est pareil. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, c'est pareil. Donc, c'est peut-être pas si mauvais. Voilà, donc c'est pas si mauvais que ça. Bon. Donc, on forme des marins. Après, est-ce qu'il faut former les ingénieurs? C'est ça la question, en fait. Oui. Alors, d'abord, comparaison n'est pas raison, mais moi, je me souviens de l'école navale. Oui. L'école navale forme des officiers de la marine. C'est pas un scoop.
elle s'est transformée récemment, plus récemment que nous, en un établissement supérieur comme le NSM pour former des ingénieurs qui sont aussi des officiers de marine. Donc dans la marine marchande, je pense que j'étais pas plus tard qu'hier dans une réunion de haut niveau avec des dirigeants de l'industrie, des dirigeants de l'administration, des dirigeants du shipping. Toute la question c'était, c'est quoi les navires du futur? Et quand je dis du futur, c'est pas 2100, Odyssée de l'espace, c'est 2030. Et il n'y a pas de réponse. On parle de propulsion de transition énergétique. Il n'y a pas de réponse. Mais ça va être compliqué. Est-ce qu'ils seront électriques, GNL, hydrogène, méthanol, ammoniac, hydrogène, vélique, hybride, un peu de tout ça, des e-fuels, des e-carburants? C'est très complexe. Donc on voit aujourd'hui qu'on est en train de vivre une révolution. Alors, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais on la vit en tout cas. Que cette révolution a forcément admettre que nous aurons des navires de plus en plus complexes. Parce que pour réduire l'économie d'énergie, pour faire les économies d'énergie, il faut de la complexité. C'est comme ça. Et une grande part de cette complexité, ou du moins une grande part de cette économie d'énergie, sera due à l'utilisation de ce navire, sera due à l'équipage, sera due au management. Et donc on voit que pour faire tourner ces usines qui deviendront extrêmement complexes, on l'a déjà vu, je veux dire, entre la machine à vapeur du début de siècle et aujourd'hui, il y a déjà énorme, mais je pense que le gap est encore plus grand demain. Et donc il nous faut des officiers de très haut niveau, formés à des techniques d'ingénieurs. Et donc c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, et je le dis en accord avec le gouvernement, l'École nationale supérieure maritime doit rester une école d'ingénieurs officiers ou d'officiers ingénieurs. Là, il y a effectivement peut-être des ajustements à faire, mais en tout cas, il ne faut surtout pas baisser ce niveau d'ingénieur. Alors c'est vrai que ce niveau d'ingénieur, beaucoup le critiquent parce qu'on n'en a jamais vraiment eu besoin. Les gens se sont toujours bien reconvertis. Et aujourd'hui, par exemple, de tout temps, on a toujours connu de l'évaporation, surtout passé 30 ans, soit pour familial, soit par manque de promotion. Sauf qu'aujourd'hui, tout va bien. Vraiment, tout va bien, c'est plus que plein emploi. Les armateurs ne font que chercher du monde. Mais pour autant, il y a du mal à recruter. Alors, est-ce que ce n'est pas les signaux par rapport aux modifications, parce qu'on a des modifications à l'école, mais on a également des modifications structurelles, sociales, dans les régimes spéciaux, dans la fin des retraites avec des âges plus avancés que les 65 qui vont bientôt être requis. Est-ce que ces signaux-là n'ont pas également donné une mauvaise idée de l'avenir du métier? Alors, avant de répondre à ta question, d'abord, je voudrais quand même continuer sur ce qui va bien à l'école. Oui. Parce que là, on a dit qu'on gardait le cap. Oui. Alors, il faut quand même montrer qu'il y a aussi de quoi garder le cap. Oui. Et donc, voilà, le recrutement, l'élargissement du vivier, on l'a fait. Et hier, c'était hier ou avant-hier, c'était le Women Maritime Day. Oui, tout à fait. On a féminisé l'école. Maintenant, on est passé de 10 à 20% de taux de féminisation. C'est-à-dire qu'on est globalement dans la moyenne industrielle économique française. On en était loin. Donc là aussi, on marche sur cette route-là. Et comme on a besoin d'officiers, on a besoin d'élèves, et on ne peut pas se priver du vivier féminin. Donc c'est aussi une démarche qu'il fallait faire. On a noué, pour augmenter l'attractivité de l'école, des partenariats avec des sportifs de haut niveau, et notamment un partenariat avec la Fédération française de voile, qui a été vraiment poussé par la ministre elle-même. Et donc vraiment, on a cette... donc ce partenariat arrive à créer des vocations? Ce partenariat arrive à montrer à des jeunes qui aiment la mer, qui sont sportifs de haut niveau, qu'ils peuvent eux aussi rentrer dans l'École nationale supérieure maritime. Et vivre de la mer. Et vivre de la mer. Dans un premier temps, bien sûr, dans la compétition de voile, sportive. Et puis dans un deuxième temps, dans le métier, quel qu'il soit et quel qu'il sera. Évidemment, et ça on ne peut pas y échapper, c'est aussi, je dirais, la transition environnementale, la transition écologique. Donc, du travail qui est fait sur la connaissance, l'utilisation des outils dans les entreprises, développement durable, responsabilité environnementale, responsabilité sociale.
Aussi du partenariat avec l'étranger, parce que, et on y reviendra, l'appel des officiers de la marine marchande Il n'est pas que français. n'est pas que français, donc du partenariat avec des universités étrangères, et on peut parler aussi de celle d'Anvers, hein, dont on... Tout à fait. Voilà. Et puis je finirai là-dessus, parce que je ne voudrais pas être trop long là-dessus, vraiment une structuration des partenariats internationaux, de la recherche, parce que la recherche, alors au Cluster maritime français, on a lancé, en présence du président de la République, One Ocean Summit à Brest, l'Institut pour la transition éco-énergétique du maritime. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros mettre tout le monde autour d'une table de travail qui va de la recherche jusqu'à l'utilisateur final. Et donc l'école a besoin d'être là pour la recherche, mais aussi pour la formation de ses futurs exploitants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'ENSM, et je ne voudrais pas que la difficulté que je considère très importante, il ne faut pas le nier, mais que je considère comme momentanée, cache tout ce qui se fait à l'ENSM, du Havre, de Marseille, de Nantes et de Saint-Malo. D'accord, donc on a bien compris, une formation qui se veut plus dans son temps en fait, et qui essaye d'évoluer comme il faut pour accompagner une transition qu'on n'a pas encore totalement définie. Tout à fait. Voilà. Donc justement, je te parlais de l'attractivité du métier, parce que à l'école c'est bien, mais si dès l'entrée à l'école on te dit que tu vas devoir travailler plus alors que c'est un métier très pénible, ou que tu vas perdre ton régime social, alors que le régime social il a quand même été créé sous Colbert, c'était pas forcément à l'époque le meilleur moment pour créer un régime social, donc on se doute bien qu'il y a des raisons. Est-ce que justement le gouvernement n'a pas dissipé un peu des mauvais signaux pour les candidats qui souhaiteraient s'aventurer dans le métier de marin? Alors, tu parles de la réforme des retraites. Pas que. Pas que. Avec également les NIM, parce que c'est le régime social. C'est le régime de je dirais prévoyance. C'est tout ce qui encadre la sécurité sociale du marin et la vie sociale du marin. Bon. Sur le régime de prévoyance, l'ENIM a été restructuré, réorganisé pour conforter son modèle. Ça, c'est très récent. Et donc, on peut considérer que si on a fait des efforts avec le dernier gouvernement pendant ce quinquennat pour conforter un modèle, ce n'est pas pour le détruire dans les mois qui suivent. Ensuite, sur le régime de retraite. Est-ce qu'on travaillera plus longtemps qu'avant? Ça, je ne me prononcerai pas, mais il me semble que la tendance générale et la volonté du gouvernement et le président de la République, alors candidat, maintenant président, l'a clairement dit, il va y avoir une tendance à l'allongement de la durée du travail. Est-ce que les marins vont devoir eux aussi participer? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans le quinquennat précédent, lorsqu'il y a eu la mise en route de la réforme des retraites, et pour en avoir participé à de nombreuses discussions de très haut niveau, il y avait une spécificité du métier de marin qui était prise en compte. Je ne redonnerai pas les dates, les âges, mais enfin, en gros, ça ne s'adressait qu'à ceux qui sont nés après 1987, et encore pour partie, et ça ne s'adressait vraiment à tous que ceux qui commençaient à l'époque, c'était prévu comme ça, au 1er janvier 2022, on peut imaginer que ça sera janvier 2023 ou 2024. Oui, effectivement, en fait, à partir du moment où on avait déjà acquis un certain nombre d'années qui déclenchaient des droits, tous ceux qui les avaient déclenchés pouvaient les conserver. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il faut être, je dirais, assez confiant là-dessus. La spécificité du métier de marin sera reconnue. Et donc les aménagements nécessaires à un nouveau régime de retraite que je ne connais pas, et je pense que c'est tout l'objet de la concertation avec les syndicats et le Parlement, feront, et en tout cas, je sais que les organisations professionnelles joueront leur jeu, les organisations syndicales joueront leur jeu, et le Cluster maritime français jouera aussi son jeu là-dessus, pour que la spécificité de notre métier, de notre industrie, soit connue et reconnue. Très bien. On a eu une excellente nouvelle qui a ravi le monde maritime durant le quinquennat. C'était la résurrection d'un ministère de la mer. C'est quelque chose qui nous manquait, parce que le marin a toujours été un peu ballotté entre la transition écologique et l'agriculture.
Est-ce qu'il a réduisé le marin au marin pêcheur ou à un pollueur? C'est caricatural, mais c'était un peu la réalité. Et en même temps, nous étions du coup en très grande attente de résultats. Et malgré une ministre qui était omniprésente, qui a vraiment été aux petits soins pour les marins, on a quand même eu on a senti qu'il y avait quand même des sujets qui sont restés insurmontables, hein, comme la mise en place des dispositions des vaccins seulement 4 jours avant le reste de la population, alors qu'on aurait très bien pu être considéré comme potentiel soignant, puisque nous sommes en plus les seuls soignants à bord, donc on aurait très bien pu les avoir 4 mois plus tôt. Donc il y a eu ce problème-là. Il y a eu la reconnaissance d'une population essentielle qui aurait peut-être dû avoir une libre circulation dans les aéroports ou peut-être pas autant de quatorzaines donc dans l'ensemble des pays, voire même en France. Et du coup, on se demande, est-ce qu'on peut vraiment faire peut-être un petit bilan de ce ministère? Est-ce qu'il était vraiment utile? Est-ce qu'on peut espérer en revoir un à l'avenir? Sous quelle forme? Et voilà, quel est le futur du maritime dans le gouvernement? Alors, d'abord, je ne me prononcerai pas au nom du gouvernement. Je me prononcerai au titre de quelqu'un qui connaît un peu le milieu. Et dans ta question, il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, si j'essaie de les décliner, est-ce que c'était bien d'avoir un ministère de la mer? C'est quand même pas le président du cluster maritime français qui va dire le contraire. En plus, je veux croire que l'action que l'on mène depuis un certain nombre d'années n'a pas totalement été innocente dans cette affaire. Donc oui, il faut un ministère de la mer, c'est clair. Et pendant la campagne présidentielle, ça a été dit, redit, il y aura un ministère de la mer dans le prochain gouvernement. Alors là, je m'avance peut-être parce que à l'heure où on se parle, normalement le gouvernement sera connu en fin d'après-midi. Ouais. Bon, donc on verra bien si je dis des bêtises ou pas. Non, mais c'est déjà un souhait. Mais en tout cas, c'est le souhait que nous formons, qu'il y ait un ministère de la mer. Après, pourquoi il faut un ministère de la mer? Parce que la mer est un objet politique en lui-même. La stratégie maritime, l'outre-mer, la souveraineté, la zone économique exclusive, c'est un objet politique en lui-même. La transition environnementale, c'est un objet politique en lui-même. Et un objet politique, il faut qu'il soit incarné. Et c'est pour ça que des formules précédentes qui sont de rattacher la mer à d'autres ministères, ou voire même des secrétariats d'État, fait une incarnation un peu faible pour l'un des grands leviers de transition environnementale et de développement économique du futur. Et ça, le président de la République en est convaincu. Donc voilà, il faut un ministère de la mer. Alors après, quelle a été son action? Est-ce qu'on peut la saluer ou pas? Oui, on peut la saluer, évidemment. Est-ce qu'il a tout bien fait? Non. Parce que s'il avait tout bien fait, ça se saurait. Enfin, je veux dire, tout le monde, personne ne peut tout bien faire. Ouais, c'est compliqué, mais là-dessus, quand on va aux assises de l'économie de la mer, on n'a jamais vu autant de ministres, on n'a jamais vu autant de temps de présence de personnalités élevées, jusqu'au président de la République qui nous a fait un discours de 2 heures. Ça, c'est, je crois, jamais vu. Non. Deux fois 2 heures. 2 fois. Et surtout la ministre qui a été vraiment omniprésente. Tout à fait. Non, mais la ministre et son cabinet, le ministère de la mer, ont vraiment fait le mieux du job qu'ils devaient faire. Mais c'est pas fini, c'est pas achevé, c'est une dynamique. On peut parler du Fontenoy du maritime, qui a été un exercice totalement inédit. Le Fontenoy du maritime, pour resituer très très globalement, c'était en gros une grande concertation sur l'avenir du pavillon français et de tout son écosystème, et comment on fait pour l'accélérer. Eh bien, c'est maintenant des dispositifs comme le suramortissement vert, le doublement du nombre d'officiers, des financements en investissement, etc., qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est une réussite. Une réussite n'est jamais complète. Parce que d'abord, si on a fini, il faut avancer. Donc, c'est une dynamique. Maintenant, il faut sans doute continuer dans d'autres domaines. Mais il y a aussi un élément dont on parle peut-être pas assez. Moi, je suis un président de l'École nationale supérieure maritime heureux. Parce que pour la première fois, sans doute depuis des décennies, il n'y a pas assez d'officiers de la marine marchande français. Moi, quand j'étais sur ces mêmes bancs, et après, pendant des années, on était beaucoup trop nombreux, et plus on partait, plus les armateurs étaient contents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tous les jours, ils m'appellent en me disant « Frédéric, il faut des officiers, il faut des officiers, il faut des officiers ». Donc,
ça, le signal est très bon. C'est un retournement de tendance. Un retournement de tendance. Et je sais que même entre eux, ils se battent pour avoir les officiers. Ouais. Donc voilà, donc il faut aussi voir ça. Alors après, il y a effectivement des phénomènes qui ne peuvent pas tous être maîtrisés. D'abord, le ministère de la Mer, c'est un ministère adolescent qui est sorti, je dirais, qui a dû faire sa place, jouer des coudes auprès d'autres ministères. Et puis qui est arrivé en milieu de mandat. En plus, Voilà, il n'a pas fait milieu de mandat. complet. Donc est-ce que les financements étaient là? Non, ils n'étaient pas suffisants. Mais il y a quand même eu, par exemple, le fonds d'investissement maritime de créer pour près de 80 millions d'euros. Donc non, vraiment, c'est une réussite. Oui. C'est quelque chose qu'il faut continuer. Et évidemment, le président du cluster maritime que je suis dit il faut continuer, amplifier, accélérer et augmenter. Voilà. Après, sur les vaccins, Oui. Il faut aussi se rappeler comment c'était. Enfin, pardon de le dire, c'était le bazar. Complètement. C'était le bazar. Donc là aussi, tous les ministères avaient besoin d'un vaccin pour leurs différents acteurs économiques ou travailleurs. Bon, comme je le disais, le ministère était adolescent. Est-ce qu'on a plus écouté la mer que d'autres? Combien de divisions, combien de marins français par rapport à, je ne sais pas, combien de soignants? Il fallait que les soignants soient traités les premiers. Donc voilà, c'était très difficile de passer. Puis après, les corridors de relève. Alors là, moi, j'étais vraiment toujours en douleur, et toutes les réunions que j'ai pu faire à ce moment-là en cellule ministérielle de crise, etc., c'était pour le dire, mais les marins ont été abandonnés. C'est ça. Abandonnés. Complètement. Alors, et ça ressortait même pas du niveau français, même pas du niveau européen, c'était au niveau, c'était mondial. C'était mondial. Et je crois que la France a plutôt bien travaillé là-dessus, finalement. Parce que, alors j'ai le chiffre en tête, il est peut-être pas tout à fait juste, mais je crois que particulièrement la Réunion a été un spot d'embarquement et de débarquement pour les marins français, bien évidemment, mais aussi pour les marins de toute nationalité. Et la France a plutôt été active, entreprenante, aidante, mais là aussi à la hauteur de ses moyens d'influence internationaux. Tout à fait. C'était un peu. La période n'était vraiment pas facile. Même certains croisiéristes ont ramené leurs équipages chez eux, vu que le bateau n'était pas. Tout à fait. Les bateaux de croisière ont erré. Enfin voilà, c'était vraiment une période très très difficile. Tout à fait. Et peut-être si je veux poursuivre un tout petit peu cette réflexion, on parlait tout à l'heure d'attractivité du métier, et pas au niveau français uniquement. On entend partout. Est-ce qu'on aura encore des officiers, enfin des marins de la marine marchande dans les années à venir? Parce que beaucoup disent, moi je ne veux pas y retourner. Hein. C'est ça, en fait, la non-considération, enfin, des fois perçue et des fois réelle, fait qu'il y en a beaucoup qui se sont complètement découragés. La non-considération était perçue, elle n'était pas réelle parce que les gens étaient considérés, mais après c'était la mise en œuvre de la dite considération qui était extrêmement compliquée. Il faut aussi se remettre dans l'époque où les gens n'avaient pas forcément de nouvelles de la maison, ne savaient pas vraiment comment ça se passait. C'était terrible. Donc c'était pas forcément facile. Terrible. Ouais. Mais tout ça n'a pas empêché, par exemple, l'entreprise P&O Ferries d'annoncer le 17 mars avec une simple vidéo sur une plateforme le licenciement de 800 marins sur le transmanche. Alors, à l'heure où on nous demande de venir travailler en vélo, de favoriser le local, le social, on remplace 800 marins par des Colombiens et des Indiens. Ça a fait un petit peu mal. Un petit peu mal. Mal au cœur pour le marin, mal au cœur pour la considération également du marin. Et surtout, ça ouvre une brèche qui est quand même pas très sympathique parce que ça ouvre une déréglementation générale sur le transmanche. On a déjà vu sur l'Irlande notamment des lignes s'ouvrir avec un pavillon chypriote, alors que jusqu'alors c'était du pavillon irlandais. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pavillon sur les navires P&O qui vont embarquer des Colombiens et des Indiens, mais ce ne sera pas du pavillon britannique. Est-ce que, bien que ce soit complètement légal, puisque maintenant la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Europe, donc elle peut faire ce qu'elle veut, est-ce que pour autant c'est vraiment défendable? Alors, d'abord, je dirais bienvenue au paradis du Brexit. Ouais. Ma foi, le Brexit a été réalisé et avec des conséquences néfastes que l'on est en train de constater.
Ce qui fait d'ailleurs aussi que beaucoup de navires pavillons britanniques sont en train de dépavillonner parce que taxe au tonnage, etc. Ensuite, il est évident que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable socialement parlant, tout simplement, parce que quand on est dans une région à un certain niveau de vie, ben, les gens qui vous aident à voyager, à traverser, etc., doivent participer à ce niveau. C'est pas acceptable, je dirais, en plus, aujourd'hui, dans le cadre d'une indispensable restauration de la souveraineté européenne sur ses principales industries, et le transport maritime est une industrie, et le transmanche est une industrie dans l'industrie. Donc c'est pas acceptable. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le dumping social, ça existe de tout temps. La marine marchande, d'ailleurs, a été sans doute le premier secteur impacté dans les années 80. Le laboratoire. Bon, il y a des actions en cours. Le gouvernement britannique et le gouvernement français, je sais que les deux directeurs généraux des affaires maritimes des deux côtés se sont rencontrés pour voir comment établir un Memorandum of Understanding pour justement ne pas accepter cela, même si la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Europe. Il faut le faire. Et puis surtout, il faut parler du dumping social complètement. Et pour ça, il y a eu, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le 9 février, à La Rochelle, la ministre de la Mer, on en parlait tout à l'heure, a convoqué ses homologues ministres des Transports, ministres de la Marine marchande, enfin les ministres concernés par ces sujets-là, pour commencer à travailler une réglementation visant à harmoniser les conditions de salaire et d'emploi dans le maritime pour tordre le cou à ce dumping social que l'on connaît depuis des années et auquel il est temps d'apporter réponse et d'apporter solution. Ça prendra du temps, mais il faut le faire. Oui, parce que là, avec P&O, c'était majoritairement des Anglais qui sont concernés, donc on va dire que ça ne concerne pas forcément beaucoup d'officiers français, bien qu'il y en ait. Mais le problème, c'est que ça va obligatoirement impacter les concurrents directs, qui vont devoir soit s'aligner, soit s'arrêter. Je pense à DFDS. Je pense aussi un peu plus sur l'ouest à Brittany Ferries, qui eux n'emploient vraiment que du marin français pour DFDS Brittany Ferries. Très compliqué. Mais en plus, quelque part, ça fait même aussi un sandwich, parce qu'on est pris aussi sur la Méditerranée avec certaines compagnies de ferry qui partent de France pour aller en France avec un pavillon en registre international qui n'est pas français. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup pour une profession qui essaye de se maintenir et qui essaye de mettre un standard de qualité et de faire vivre l'économie maritime et l'économie française. Donc ça... Ce que tu évoques là, c'est ce que moi j'appelle la solidarité économique. Et que j'appelle comme ça et que j'appelle de mes voeux en plus. C'est un sujet très vaste, hein. C'est le low cost. Si on veut des navires de qualité, on a parlé tout à l'heure de transition éco-énergétique, il faudra donc des équipages de qualité pour faire tourner des moteurs complexes et à leur optimum de fonctionnement. C'est comme quand on peut conduire sa voiture en première sur tout le parcours, on va arriver au bout, mais on aura consommé beaucoup. Donc voilà. Mais c'est aussi la responsabilisation, du client. Certes, c'est peut-être le billet peut-être un peu plus cher, mais finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas voyager sur un navire battant pavillon européen, pas forcément français, mais et qui donne des retombées économiques sur le territoire. Qui donne des retombées économiques sur le territoire. Sur un tout autre volet, j'ai présenté un rapport à la ministre de la Mer en début d'année sur l'implication des services maritimes et des travaux sous-marins sur le déploiement des énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, il y a un parc à Saint-Nazaire qui tourne, demain Fécamp, Oléron, voilà, il va y avoir, le président a annoncé 40 gigawatts à l'horizon 2050, c'est-à-dire grosso modo une quarantaine de parcs à construire. Ça veut dire des services maritimes qui vont aller repérer la zone, des services maritimes qui vont aller dégager la zone, des services maritimes qui vont aller planter des pieux ou des ancres, etc., puis qui vont entretenir, poser les nacelles, démonter, etc. Il faut que la filière maritime, les armateurs de services aux navires, je pense notamment par exemple à Louis Dreyfus Armateur, s'y retrouvent. Complètement. S'y retrouvent. Alors certes, c'est européen, mais qu'est-ce qui empêche un donneur d'ordre français
de ne pas considérer que le prix coûtant, mais de considérer qu'il y a une donnée économique globale et que le parc où il va installer la région où il va installer son parc doit avoir une retombée économique et donc d'employer ce que l'on appelle le local content pour que ça soit une chaîne vertueuse économiquement parlant. Parce que tu parlais du low cost, mais par exemple, il y a certaines entreprises de ferry qui ont leur ferry à eux et qui ont à côté les mêmes, mais avec un service, pas vraiment dégradé, mais un service minoré qui permet de faire du low cost, mais toujours avec du français. Que là, on est vraiment parti sur une logique, on fait le modèle de d'habitude, mais par contre, on va gagner de l'argent sur les équipages. Et ça, c'est compliqué, puisque ces gens-là, ils vont être au minimum internationaux, et en plus, ils ne vont pas contribuer à l'économie locale. Donc en fait, on va paupériser une économie locale pour paupériser également des travailleurs éloignés. Donc ce n'est pas vraiment ma vertu. Ce sont les grandes joies de la dérégulation et de la mondialisation non contrôlée. Moi, je suis un éternel optimiste. D'abord, si je n'étais pas un éternel optimiste, je ne ferais pas ce que je fais. Et je pense que l'équilibre géostratégique que nous vivons, le déséquilibre géostratégique que nous vivons plutôt, la crise Covid que nous avons vécue, ont fait changer le logiciel quand même de beaucoup de nos gouvernants. Et il faut revenir, alors pas revenir à la nationalisation pure et simple de tout, mais il faut revenir quand même à une considération importante de souveraineté, de solidarité économique et de bien-être économique de nos régions. Complètement. Voilà. Donc, moi, je dirais que là-dessus, je suis plutôt optimiste, même si là, on est en train de connaître une crise qu'il faut régler. Tout à fait. Alors justement, sur le pavillon français, de nombreux challenges nous attendent. Tu en as parlé, les nouvelles énergies. Mais également des nouvelles technologies, peut-être du navire partiellement automatisé, voire autonome. Et de nombreux officiers se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le cabotage, généralement c'est ce qui est le plus facile pour commencer, ou carrément les drones, donc des navires ou des dispositifs totalement autonomes. Alors, mais pour autant, l'idée de cette réalisation sous pavillon français, c'est plutôt souvent l'ascension de l'Everest qu'Aqua Boulevard. Alors tout d'abord saluer nos jeunes collègues qui sont un petit peu plus jeunes que nous, que moi forcément, un tout petit peu que toi, qui effectivement se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi je suis fasciné par ces gars-là ou ces filles-là. Enfin, je veux dire, à notre époque, on n'aurait pas fait ça. Il n'y en a pas qu'un. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. J'en vois quasiment tous les jours. Et puis sur des trucs très innovants. Ah bah complètement, quand on voit Energy Observer, quand on voit Zephyr et Boré, quand on voit Simon, Plastic Odyssey, quand on voit Latitude Blanche. Enfin, c'est vraiment donc ça déjà, c'est un signal très très fort de changement un peu de société. Bon. Après, effectivement, on le disait tout à l'heure, quelle énergie alors, est-ce qu'on va aller aux navires intelligents, aux navires autonomes, aux navires télécommandés, aux drones bon, tout ceci est en train de bouger, d'évoluer, ça va bouger. Et ne serait-ce d'ailleurs que le manque d'officiers mondial va forcément obliger à peut-être soulager un certain nombre de secteurs du transport maritime où l'équipage est, je dirais, alors là je vais prononcer un gros mot, mais pas forcément indispensable. Mais du coup, il va quand même falloir l'entretenir. Donc, il va quand même. Il y aura des métiers autour. Il y aura des métiers autour et il y aura des métiers de navigants autour. Faut pas. J'étais il y a quelques jours en train de regarder les questions de navires autonomes à l'OMI. Tout le monde considère qu'il faut que ça soit des gens qui soient STCW, qui opèrent ces navires-là d'une manière ou d'une autre depuis la Terre. Donc, parce que là, on parle de l'opération. Après, il y a également l'entretien durant les traversées. Donc ça, c'est complexe et on ne va pas régler le problème cet après-midi. Mais, et là où je te rejoins, et c'est aussi tout l'intérêt d'un ministère de la mer, tout l'intérêt d'avoir une industrie maritime puissante, tout l'intérêt d'avoir un cluster maritime, c'est de permettre à la France, qui a quand même une vague tendance à vouloir toujours réglementer un peu plus que les autres, de ne pas réglementer plus que les autres sur ces domaines qui sont des domaines naissants, donc où par définition il n'y a pas de réglementation,
par définition, les industriels se disent je fais quoi, comment je vais faire pour là. Et là, on a une vraie bataille réglementaire à l'OMI à mener avec la France, mais pas d'autres, parce que évidemment, derrière la réglementation, il y a le développement industriel. Et pourquoi à l'OMI, moi je l'ai constaté, j'ai participé pendant 9 ans aux sessions de l'OMI, tous les représentants de l'industrie sont là. Parce qu'on sait très bien qu'une réglementation peut favoriser une industrie comme elle peut flinguer une autre. Donc il faut vraiment qu'on soit sur ce jeu-là. Il faut vraiment que notre réglementation sur les drones, sur les navires autonomes, etc., ne soit pas contraignante, mais au contraire, il faut respecter la sécurité, l'environnement. Enfin, je veux dire, c'est pas le Far West. Mais il faut que cette réglementation permette à nos industriels d'être compétitifs et d'aller conquérir des marchés à l'export. Ok, donc un signal plutôt fort pour justement conforter les gens qui veulent s'investir dans cette nouvelle technologie, d'y aller. En tout cas, au Cluster maritime français, on a un groupe synergie sur les drones et les navires autonomes. Ils sont les bienvenus et on les accueillera avec plaisir. Bon bah, le message est passé. Voilà. Alors au fond, donc le ciel n'est pas si gris. Est-ce qu'on pourrait avoir essayer de conclure sur une perspective à 10-15 ans du métier et de l'avenir du maritime? Alors le ciel n'est pas si gris, c'est pas vrai aujourd'hui, il est au Havre, mais on est au Havre. Voilà. Mais moi, je trouve que nous avons tous les paramètres qui nous indiquent que l'avenir du maritime est tout à fait enthousiasmant. On le disait tout à l'heure, un renversement de tendance du côté du transport maritime. Peut-être une petite aparté là-dessus. Aujourd'hui, on met le haro sur le transport maritime, pollueur, etc. On entend ça tous les jours. Effectivement, le transport maritime pollue. 3%. Oui, voilà, faut 3%. Faut pas oublier de... Donc on dit, ah oui, tiens déjà. Alors quand on parle des paquebots, c'est 3% de 3%. Donc on commence à rentrer. Il faut savoir que sur un gros paquebot, aujourd'hui, équipé, sortant des chantiers de l'Atlantique et équipé de la façon la plus moderne, un couple à bord, pendant son voyage, ne consomme pas plus d'énergie qu'un camping-car. Hein. Faut savoir. Oui, on est bien d'accord, c'est extrêmement vertueux, et ils ont une gestion des déchets qui est fabuleuse. Voilà. C'est des technologies. Mais par contre, quand on lit le journal, pardon pour la presse, mais c'est pas toujours ce qu'on entend. Donc je voulais juste restituer ça. Mais c'est pas au-delà de ça. Certes, le transport maritime a des efforts à faire, mais c'est quand même, aujourd'hui, et ça le sera encore plus, le transport le moins polluant à la tonne transportée. Ce qui veut dire que comme on va continuer à transporter des tonnes, il faut donc les transporter de plus en plus par la mer, par le maritime et le fluvial. Hein, j'associe bien sûr le fluvial dans cette réflexion. Donc, oui, l'avenir du transport maritime, il est sans doute très très intéressant, potentiellement très important. Donc il faudra des industries, il faudra des marins, il faudra des officiers, il faudra des acteurs de l'économie pour faire marcher tout ça. Et ça, c'est l'écosystème maritime. Et je vais me permettre d'être très immodeste, de reprendre la phrase du président de la République aux assises de l'économie de la mer à Montpellier en 2019, en disant « L'avenir de la France sera maritime ». Très bien, c'est une très belle conclusion. Et on espère qu'effectivement elle sera maritime avec des Français et des ingénieurs officiers ou officiers ingénieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé l'interview et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.